Il suffit de lever les yeux dans nos villes pour voir l'empreinte omniprésente d'une période, le Second Empire. Sous le règne de Napoléon III, les villes françaises n'ont pas seulement grandi, elles ont changé de visage. Outre les façades majestueuses et les grandes avenues imaginées par Haussmann à Paris et vite reproduites en province, des monuments spectaculaires voient le jour. L'Opéra Garnier est probablement le plus célèbre d'entre eux, mais ils sont en fait innombrables. Beaucoup de nos hôtels de préfecture, mairies, bibliothèques, musées ou encore églises ont été construits à cette époque. Bien souvent, leur style architectural est assez inclassable. Si certains de ces édifices copient les styles architecturaux du passé, d'autres les mélangent, créant des chimères qui combinent les références à différentes époques. On parle alors d'éclectisme. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire d'une architecture aussi originale que fascinante, le style Napoléon III. La caractéristique principale de l'architecture éclectique du Second Empire est de créer des compositions en mélangeant les styles de différentes époques et de différents espaces géographiques. Par exemple, pour l'Opéra de Paris, Charles Garnier s'inspire du classicisme français des XVIIe et XVIIIe siècles, qu'on peut par exemple observer dans la colonnade du Louvre. Il convoque également l'univers esthétique des fronts de scène de la Renaissance italienne, tout en donnant à son édifice une dimension résolument baroque. À Marseille, Henri Espérandieu, au Palais Longchamp, va lui aussi convoquer une forme de classicisme dans les ailes de son bâtiment, linéaire et assez peu ornementale. Très différente, la partie centrale de l'édifice s'inspire du temple grec, mais aussi de l'univers baroque des villas italiennes du XVIIe siècle. Alors, comment en est-on venu à mélanger tous ces styles ? Est-ce qu'il y a véritablement une cohérence dans ces édifices, au premier abord assez insaisissable ? Pour le comprendre, il faut encore revenir environ un siècle en arrière. En 1748 ont lieu les premières fouilles de Pompéi, qui conduisent en Europe au développement de l'archéologie. En France, on redécouvre les vestiges antiques, en particulier dans le sud du pays. On cherche à préserver ces édifices très anciens dont on perçoit la valeur. Et peu à peu, on ne s'intéresse plus seulement aux édifices antiques, mais à toute l'architecture des époques passées. C'est dans les années 1830, avec la création d'une commission des monuments historiques, que naît véritablement la notion de patrimoine. Le but de cette commission, dont Prosper Mérimée est le premier inspecteur, est d'identifier et de préserver les édifices anciens jugés dignes d'intérêt. Cette tendance se développe notamment du fait des conséquences de la Révolution de 1789, qui avait conduit à la destruction ou à la mutilation de milliers d'églises, d'abbayes et de châteaux, souvent saisis comme biens nationaux, démontés et vendus au prix de la pierre par des spéculateurs voraces. Mais dans les années 1820, on prend conscience de l'ampleur des destructions et de la nécessité de préserver ce qui tient encore debout. C'est par exemple Eugène Viollet-le-Duc qui sauve in extremis la basilique de Vézelay, qui était au bord de l'effondrement. Dans les années qui suivent, il restaure entre autres la cité médiévale de Carcassonne, la cathédrale Notre-Dame de Paris, ou encore le château de Pierrefonds. Cette dynamique de restauration va de pair avec le développement du nationalisme en Europe, qui apparaît dans le sillage de la Révolution française et des guerres du Premier Empire. L'engouement pour l'histoire de France, dont le patrimoine architectural est pour ainsi dire le visage, participe de ce mouvement. Bien souvent, les édifices historiques sont plus réinventés que restaurés au sens où nous l'entendons aujourd'hui. En fait, cette architecture de restauration est un outil pour écrire ce que l'on appellera plus tard le roman national. Elle relève en fait plus d'une démarche idéologique qu'objective. Ainsi, le château de Pierrefonds, restauré par Viollet-le-Duc, correspond aujourd'hui moins à une forteresse du Moyen-Âge qu'à ce que le XIXe siècle imagine d'une forteresse du Moyen-Âge. Mais la naissance de la notion de patrimoine historique ne conduit pas seulement à la restauration d'édifices en danger. Elle amène à la construction d'édifices modernes, copiant les styles du passé. C'est ainsi qu'apparaissent les monuments néo-gothiques, néo-romans, néo-classiques, néo-renaissance, etc.
Or, l'emploi des styles néo ne se fait pas au hasard. Il est souvent lié à une réflexion identitaire sur une région, son climat ou encore l'esprit de sa population. Par exemple, dans le sud de la France, les architectes de la première partie du XIXe siècle ont conscience que leur région est historiquement marquée par l'art roman. Certains, comme par exemple Charles Questel, considèrent qu'il faut donc construire en style néo-roman pour respecter l'esthétique des villes du Sud. Toutefois, l'emploi des styles néo ne se limite pas à des considérations géographiques. Il tend également vers une forme de symbolisme qui vise à faire correspondre l'esthétique d'un édifice avec sa fonction. Par exemple, l'essentiel des palais de justice construits au XIXe siècle sont de style néoclassique. En effet, la ligne droite, la symétrie et l'équilibre correspondent à l'idée de la justice qui est rendue dans ces bâtiments. Le style néo-renaissance est pour sa part souvent employé dans les édifices représentant l'État, comme les mairies ou les hôtels de préfecture, car il renvoie à l'humanisme et à une image d'ouverture d'esprit que le pouvoir politique souhaite donner de lui-même. Le style néo-gothique est quant à lui largement employé dans l'architecture des églises, car il renvoie au Moyen-Âge, époque de grande ferveur religieuse. Ainsi, ces styles ont souvent une véritable portée symbolique et signifiante, qui dépasse les simples considérations esthétiques. Ces styles historicistes sont employés pendant tout le XIXe siècle, mais à partir des années 1850, on commence à les combiner au sein des édifices. C'est l'éclectisme. Ce phénomène permet à l'architecture de trouver un nouveau souffle et de ne pas stagner dans la copie des modèles du passé. On peut bien ici parler d'une nouvelle architecture, d'un style Napoléon III. L'élément le plus subtil concernant l'éclectisme est qu'il correspond bien souvent lui aussi à une symbolique, élaborée à partir du mélange des styles. En fait, la combinaison des références historiques est souvent là pour étayer une idée. Par exemple, la cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Marseille, construite par Léon Vaudoyer à partir de 1852, mélange notamment le style roman, qu'on retrouve dans l'emploi récurrent de l'arc plein cintre, avec le style byzantin, qui s'exprime entre autres dans les dômes et les mosaïques. Tout cela est évidemment calculé. En effet, dès les années 1830, Marseille commence son expansion économique. Les penseurs progressistes du saint-simonisme veulent en faire le grand port qui ouvrira le pays sur de nouveaux espaces de commerce. Dans l'imaginaire de l'époque, Marseille devient la porte de l'Orient. Elle ouvre le vieil Occident sur un ailleurs plein de promesses. Le style roman de Sainte-Marie-Majeure incarne ainsi l'Occident, quand le style byzantin représente l'Orient. Marseille montre dans la pierre qu'elle est une vieille ville de France, mais qu'elle aspire aussi à être la nouvelle Byzance, première puissance de Méditerranée. Pluriel quant au style employé, la Major trouve son unité dans l'idée qu'elle cherche à faire passer. La démarche à l'Opéra de Paris est identique. Charles Garnier y mélange plusieurs styles, mais aussi plusieurs arts. Architecture, peinture et sculpture sont mis au service du chant et de la danse pour créer un monument cherchant l'art total, et dont le véritable chef d'orchestre est en fait l'architecte lui-même. Ici encore, la combinaison des styles et des arts participe à une idée unique vers laquelle converge la diversité formelle. Il est intéressant ici de noter qu'on a souvent critiqué l'architecture du Second Empire en disant qu'elle était académique, et qu'elle s'engluait dans la reproduction servile des styles, au moment où l'impressionnisme libérait enfin l'art du carcan de la forme pour le faire rentrer dans la noblesse de l'idée. En réalité, les styles sous le Second Empire ont déjà largement valeur d'idée. Ils sont chargés de toute une dimension symbolique, et la forme est en fait un pont vers un concept. Il y a ici l'annonce de la libération complète de la forme, qui sera le cheval de bataille de l'architecture moderniste au début du XXe siècle. Mais ça, c'est encore une autre histoire.